Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être pour s'évader et se ressourcer. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'Anthony, un explorateur des temps modernes. Après plus de 15 ans d'aventure autour du monde, il s'est lancé dans un projet fou, acquérir 2 îles en Suède, perdues au milieu de nulle part. Fasciné par cette culture et sa nature, il a désormais à cœur de partager ce paradis. Cet épisode est une invitation à reconnecter à ses rêves d'enfant. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Anthony. Bonjour Camille. Comment te sens-tu ce matin ? Oula, comment je me sens ce matin ? Tu me prends pas sur la meilleure période de ma vie, on va dire. Je me suis fait opérer il y a un mois d'une grosse blessure au pied que je traînais depuis 2009, depuis l'époque où j'habitais en Namibie. Et donc ça fait un mois que je suis allongé sur mon canapé à pas faire grand-chose et c'est un peu compliqué pour un mec hyperactif comme moi. Ça te fait travailler plein de choses, j'imagine. J'ai travaillé beaucoup la patience. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait des mois que je te sollicite pour enregistrer cet épisode et je suis contente parce que la persévérance paye. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un invité comme ça où ça faisait, en fait, depuis le début du podcast que j'avais en tête de pouvoir t'interviewer. Donc, merci à toi. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter assez rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et surtout ce qui te passionne dans la vie ? Je m'appelle Anthony Verlaine et j'ai 40 ans dans un mois et 19 jours. Et je le vis pas hyper bien parce que dans ma tête, j'ai 13 ans et demi. J'habite à Annecy. Mais quand je dis j'habite à Annecy, oui, j'ai un appartement à Annecy, mais j'y suis entre 10 jours et 15 jours par an parce que le reste du temps, je suis un peu partout autour du monde à faire des aventures, des petites aventures ou des grosses expéditions, ça dépend. Et aller me perdre à la rencontre des êtres humains incroyables ou moins incroyables de cette planète et aller observer les animaux et faire plein de trucs trop cool. Voilà. Ce qui me passionne le plus, c'est de me perdre et d'aller découvrir des choses que je connais pas. Donc ça peut être un petit village perdu dans la Creuse où je suis jamais allé et je vais rencontrer un mec qui fait des sabots, ou ça peut être en Ouganda ou au Botswana, perdu au milieu de nulle part, pour aller vivre avec des tribus ancestrales ou aller apprendre des métiers que je connais pas et dont j'ignorais l'existence. Voilà. C'est juste en fait apprendre tout le temps. Ne pas avoir une routine, je crois que c'est la chose qui m'effraie le plus. En tout cas, moi, hein, je ne juge pas les gens qui ont un métier traditionnel et qui ont une routine. Ça peut être aussi super, mais en tout cas, moi, c'est la chose qui m'effraie le plus et je veux toujours être en mouvement et découvrir des nouvelles choses. Et est-ce que tu sais ce qui t'effraie le plus dans la routine ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'effraie plus dans la routine ? Je crois qu'il y a un mot anglais. FOMO, FOMO. Fear of Missing Out. Ouais, en fait, le fait de savoir qu'il y a des animaux que j'ai pas vus, qu'il y a des paysages que j'ai pas vus, qu'il se passe des carnavals ou qu'il se passe des célébrations religieuses quelque part et que, eh bien, mon temps est limité sur cette planète et que j'ai envie de voir un maximum de choses que je connais pas. Et je crois que c'est ça qui peut m'effrayer. Voilà. Et je crois aussi que la raison pour laquelle, enfin, c'est pas je crois, j'ai beaucoup analysé, c'est que là, je suis tout le temps en mouvement, mais pendant les 18-19 premières années de ma vie, j'ai été chez moi et j'ai pas bougé du tout. Et je crois que c'est ce contraste avec ma vie précédente qui fait que j'ai eu cette frustration de vouloir aller découvrir le monde et de rattraper le temps perdu. Voilà. Super. Et justement, on va revenir un petit peu sur ton parcours parce que tu es un petit peu un condensé d'une partie des invités du podcast parce que tu as été en Alaska, au Yukon, en Guyane, Guatemala, Pérou, Islande, Norvège, Groenland, Maroc, Jordanie, Népal. Bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a plus de 126 totalisant plus de 46 000 kilomètres. Donc est-ce que tu veux bien revenir peut-être un peu sur ton parcours ? Donc là, tu nous expliquais que les premières années de ta vie, donc tu es resté où tu habitais, tu ne bougeais pas trop. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, voilà, j'ai envie de partir à la découverte du monde pour, celles et ceux qui ne te connaissent pas, retracer un peu dans les grandes lignes ton parcours, si tu veux bien. Ouais, pas de problème. Je vais juste revenir sur ce que tu viens de dire avant qu'on me tombe dessus. Tu as dit 46 000 kilomètres. Ce qui a fait un peu ma particularité, et c'était bien longtemps avant l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que ces kilomètres, je les ai faits sans utiliser de moyens de moto. Alors oui, j'ai dû prendre des avions, mais une fois que j'arrivais sur un continent, eh bien, je traversais ce continent la plupart du temps à pied
en vélo, en kayak, à ski, tout ce qui a pas de moteur. Voilà. C'est pour ça que c'est précisé dans ma bio, 46 000 km sans utiliser de moteur. Voilà. Sinon, pour revenir sur mon parcours, bon, on va passer rapidement, pas pour faire pleurer dans les chaumières. Je viens des quartiers difficiles, voire très difficiles de Grenoble. Et voilà, j'étais tout seul avec ma maman, mon papa n'était pas là. Donc du coup, je passais beaucoup de temps, ma maman travaillait beaucoup, et ben, soit à faire des conneries dans mon quartier, à grimper, sur tout ce que ce que je pouvais grimper, les arbres, les tours, tout le mobilier urbain, soit quand j'étais chez moi, à regarder, à dévorer les documentaires de plusieurs aventuriers comme Nicolas Hulot, ou Cousteau et tous les documentaires animaliers. Et en fait, et bien, sans jamais avoir, quitté vraiment Grenoble, je suis allé une fois à Lyon, à Marseille, des choses comme ça, et bien, je voyageais et à l'âge de, je sais pas, 6-7 ans, je pouvais te dire tous les pays du monde, te dire toutes les caractéristiques de tous les animaux, tous les hymnes nationaux, les présidents de chaque pays, parce que j'étais absolument fasciné par ça. Je pense que ça vient aussi du fait que le quartier où j'habitais, eh bien, j'étais l'un des seuls blancs, et que tous mes copains, eh bien, venaient un peu du Laos, venaient de Côte d'Ivoire, venaient de partout autour du monde, et que ben, moi, j'étais passionné par eux, quoi. En fait, ce qu'ils mangeaient, par rencontrer leurs parents, par écouter leurs histoires. Et je crois que c'est tout ça qui a créé aussi un peu cet imaginaire de voyage pour le futur. J'ai grandi dans les années 90. Et du coup, j'ai été fasciné par Nelson Mandela, j'ai été fasciné par ce qui s'est passé au Rwanda, j'ai été fasciné par toutes ces crises. Et du coup, je me suis vraiment, vraiment spécialisé, enfin, je me suis vraiment intéressé encore plus sur le continent africain qui m'a toujours attiré. Ouais. Voilà. Je disais à tout le monde plus tard, quand on me dit qu'est-ce que tu veux faire, je disais je veux faire Nicolas Hulot, je veux être aventurier, explorateur. Et tout le monde me disait mais c'est un métier ça, c'est pas possible. Donc du coup, pendant longtemps, longtemps, j'ai cru que c'était pas possible. Et puis, du coup, quelques mois, on va dire avant le bac, où j'ai eu une grosse révélation, suite à des copains qui faisaient des conneries un peu dans le quartier, qui malheureusement, se sont fait, descendre, que je me suis dit: «OK, je verrai pas le monde, je quitterai pas, tout ça en faisant des conneries». Je pense que le seul moyen, c'est l'éducation, comme disait Mandela, c'est les études. Et donc je me suis mis quelques mois avant le bac à bosser, comme un taré pour, avoir le bac et pour ensuite, bah, me diriger vers des études de relations internationales. Voilà. Et donc et ben, c'est comme ça que ma vie a changé. J'ai obtenu une bourse, de mérite de la région qui m'a permis pour la première fois, de quitter mes quartiers, quitter Grenoble et d'aller au Canada. Voilà. Et là, eh bien, l'aventure a commencé, puis elle s'est jamais arrêtée. J'ai, voyagé non-stop. Donc dans un premier temps, par le biais de mes études, je me suis spécialisé en sciences politiques, ensuite en géopolitique, j'ai fait l'Institut français de géopolitique et ensuite en diplomatie, j'ai fait une thèse, sur, les conflits géopolitiques autour de la question en eau à Las Vegas. Et donc je me suis retrouvé aux États-Unis. Et puis après, d'année en année, eh bien, j'ai commencé à faire des postes différents, sur, des zones de guerre. Je me suis spécialisé sur, les conflits, les, discriminations faites aux minorités, les épurations ethniques, les génocides. Et cette carrière m'a amené, plein d'endroits, beaucoup moins instagrammables et voilà, Mais qui t'ont marqué. qui m'ont profondément marqué, physiquement et psychologiquement, jusqu'au jour où j'ai été gravement blessé, à l'étranger et que, j'ai décidé que c'était pas, ce que je voulais faire quand j'étais gamin. C'est un peu paradoxal, mais en fait, quand tu es immobilisé comme ça, que tu as rien d'autre à faire, comme c'est le cas actuellement, eh bien, tu as rien d'autre à faire que penser à ce qu'est ta vie et à ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Et moi, ce que je voulais faire de ma vie, c'était être aventurier. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de tout quitter et d'aller me balader autour du monde sans utiliser trop de moyens de moteur. Est-ce que tu voulais reconnecter un petit peu, comme tu le dis dans ton livre dont on parlera tout à l'heure, reconnecter un petit peu à tes rêves d'enfant, il me semble, et tu mentionnais aussi, comme l'un des invités, que toi aussi tu lisais Picsou, donc quand tu as été dans le Yukon, c'était vraiment reconnecté
avec ça. Aussi, comme un autre invité, tu as beaucoup aimé Jack London. Donc peut-être que voilà, tu as voulu revenir à la source avec tes rêves d'enfant. C'est exactement ça. J'ai d'ailleurs fait une conférence TEDx là-dessus qui s'appelle Écoutez l'enfant de 6 ans qui sommeille en vous. Euh, je pense qu'en fait, dans la vie, en fait, tout va très vite. On fait ses études, on s'oriente vers quelque chose, mais sans vraiment savoir. Comment on peut savoir à 15-20 ans ce qu'on veut faire le reste de sa vie? On peut avoir des appétences pour des choses, on peut avoir des préférences pour un certain domaine, mais savoir ce qu'on va faire les 40-50 prochaines années de sa vie, pour moi, je trouve ça impossible. Et donc, je pense que quand on est gamin, on a des rêves, on les a pas pour rien et qu'on les garde quand même en nous et que c'est important de les écouter. Voilà. Donc, je me suis dit, eh bien, allons marcher en Afrique, allons se balader et voir comment ça se passe. Et donc, du coup, pour revenir sur ce que je disais sur les métiers, je m'étais imposé deux choses. La première, c'était de ne pas utiliser de moyens de moteur. Et la deuxième, c'était d'essayer d'apprendre le métier de toutes les personnes que j'allais rencontrer. Voilà. Alors, c'était plus facile en Namibie qu'en Inde, mais, mais voilà, je me baladais comme ça, sans vraiment de but, en fait, sans vraiment d'objectif ou de durée de temps, juste au gré des rencontres. Donc, l'une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était un éleveur d'autruches. Et je lui ai dit: «Ah, tu fais quoi?» Et alors oui, je suis un peu bizarre, je parle à tout le monde dans la rue. C'est un peu bizarre. À Paris, ça marche pas trop, mais en tout cas dans le reste du monde, ça marche plutôt pas mal. Je vais voir les gens, je leur parle. Donc soit ils me prennent pour un fou et puis ils me répondent pas, soit, on crée une connexion directe et puis on discute. Et donc du coup, je lui dis: «Mais tu fais quoi avec les autruches?» Il m'a dit: «Bah, tu veux venir voir?» Et je suis allé chez lui et puis j'ai appris le métier d'éleveur d'autruches, voilà, que je connaissais pas. Ils élèvent des autruches pour la viande, ils élèvent des autruches pour les plumes, ils élèvent des autruches pour les jockeys. Il y a des courses d'autruches en Afrique du Sud. Et bien, je me suis déplacé comme ça, de personne en personne que j'allais rencontrer. Son cousin était garde dans un parc pour les rhinocéros. Et bien, j'ai marché jusqu'au parc pour les rhinocéros pour rencontrer son cousin. Et j'ai fait bonne partie de mon tour du monde de cette manière-là. Oui, donc cette curiosité qui a toujours été là en fait. Oui, je pense. Je sais pas, je trouve ça fascinant que les métiers, que ce soit les métiers de l'artisanat ou les métiers de la bouche ou les métiers, tout simplement culturels, enfin tous les métiers d'ailleurs, enfin d'autres qui sont un peu moins intéressants que d'autres, mais je trouve ça passionnant d'aller apprendre et de voir comment les gens vivent. Parce qu'au-delà du métier, alors j'ai jamais imposé quoi que ce soit, je me suis jamais dit: «J'irai dormir chez vous», mais les gens, la plupart du temps, me disaient: «Ah viens à la maison manger si tu veux», je restais avec eux, puis je voyais aussi, du coup, comment était leur mode de vie chez eux, comment ils mangeaient, comment ils vivaient, quelle était leur tradition, leurs pratiques religieuses. Et je trouve ça fascinant, en fait, d'aller découvrir l'autre. Complètement. Et tu dis dans ton livre, avant qu'on passe sur un pays qui est d'actualité pour toi en ce moment, tu dis dans ton livre: «On ne devient pas aventurier comme ça du jour au lendemain, même si je suis persuadé qu'on est aventurier ou pas». Est-ce que tu penses, toi, du coup, que tu étais né aventurier? Heu, je sais pas si on est vraiment aventurier, je pense qu'il y a quand aussi le contexte. En tout cas, je suis né hyperactif, je suis né, hypersensible, hypermnésique, tous les hyper que tu veux, et je pense que ça développe une curiosité qui fait que j'ai envie d'aller, explorer le monde. Après, je sais pas si j'avais eu des parents riches qui m'avaient amené en voyage, à chaque vacances autour du monde, est-ce que ça aurait développé encore plus ma curiosité ou est-ce que ça m'aurait un petit peu lassé? Je me serais dit: «Bon, vas-y, je vais rester dans ma ville et faire des trucs avec mes potes». Je je sais pas, mais je pense que le contexte, il joue aussi beaucoup. Bien sûr. Et donc là, on va parler d'un pays, comme je le disais, qui est vraiment d'actualité pour toi, c'est la Suède, ton petit paradis, comme tu aimes dire, régulièrement. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu es allé en Suède? La première fois où je suis allé en Suède, ouais, c'était pour faire une traversée, de ce qu'on appelle c'est une voie mythique qui s'appelle la voie royale. C'est une voie qui part, du nord de la Suède, du parc d'Abisko, la frontière avec la Norvège, qui va jusqu'au désert du Sarek à peu près. Et en fait, ça se fait soit à pied en été, soit en ski nordique avec une poulka. Donc une poulka, c'est un traîneau qu'on traîne derrière nous, en hiver. Je crois que c'était l'une des premières fois, où j'allais en Suède et ça s'est pas très bien passé.
C'était magnifique, mais je me suis blessé dès les premiers jours de l'expédition, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Oui, parce que tu as donné un conseil dans ton livre, justement, ne jamais partir avec des nouvelles chaussures en expédition, des chaussures de ski. Ouais, mais après ça, c'est un peu un problème de riche, c'est que moi j'ai plein de sponsors et que on m'envoie tout le temps des nouveaux trucs, tu vois, des chaussures des baskets pour courir, des choses comme ça. Et là, 2 jours avant mon départ, on m'a envoyé, je sais pas comment ils ont su que j'allais faire ça, on m'a envoyé une paire de chaussures incroyablement moulées sur le pied, confortables, tout ça, tout ça. Et ben non. Non, 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 c'était une très, très grave erreur, donc j'aurais dû rester sur mes vieilles chaussures avec lesquelles je pratiquais depuis 10 ans. Et il me semble aussi que dans cette traversée mythique, tu es passé par le parc national du Sarek. Et ça me fait faire un petit clin d'œil, pardon, à Flavien Hilat et sa bande de copains qui ont traversé en autonomie le désert du Sarek aussi. Et donc je l'ai reçu sur le podcast, je mettrai le lien de l'épisode. Et tu parles dans ton livre de ce whiteout. Donc on a beaucoup parlé d'aventuriers qui sont partis dans le nord avec Nicolas Dubreuil, voilà, Flavien et d'autres aventuriers. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta vision de ce fameux whiteout? Parce qu'en Suède, tu y étais en hiver, tu as été confronté à des températures extrêmes. J'aimerais bien avoir ta vision, en fait, de ce whiteout. Comment toi, tu le ressens? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Honnêtement, c'est l'une des pires sensations que j'ai eues de ma vie. Il faut imaginer qu'il n'y a pas de démarcation entre le ciel et le sol, que tout est blanc, que tu vois pas très très loin devant toi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as 18 grammes. C'est-à-dire que tu es complètement bourré, complètement mal de mer, tu as la nausée, tu t'arrêtes, tu vomis. C'est un petit peu la seule trace que tu vas avoir qui va pouvoir te permettre de t'orienter, le vomi que tu viens de poser. C'est vraiment pas cool. Je l'ai eu pendant plusieurs jours de suite, sans jamais pouvoir distinguer quelque chose. Et c'est non. Si vous pouvez éviter, évitez, c'est mieux. Voilà. Mais malgré tout, tu t'es dit, tu as quand même senti une attirance pour ce pays, tu t'es dit, je vais revenir, donc tu es revenu plusieurs fois. Comment ça s'est passé en fait, cet amour pour ce pays? Alors il y a un truc qui est assez dingue, c'est que je suis très attiré par, bon, je suis très attiré par plein de choses, l'Afrique, plein de pays, tout ça, mais je suis très attiré par la démocratie scandinave, qui sont en avance sur plein de choses depuis 30, 40 ans, que ce soit le sociétal ou que ce soit le culturel, enfin beaucoup de choses. Et ce qui est dingue, c'est que depuis gamin, je sais pas pourquoi, je suivais l'équipe de foot de Suède. J'adore le foot, je suis complètement fan de foot. Et en plus de la France, eh bien, j'étais complètement amoureux de l'équipe de Suède. Alors, je ne sais pas si ça vient des supportrices, on va être honnête, ou si ça vient du maillot qui est très joli. J'aime beaucoup ce jaune et ce bleu. Mais voilà, j'ai eu tout de suite un gros coup de cœur depuis gamin pour la Suède. Donc, ouais, non, je sais pas, mais j'ai toujours été attiré par les pays nordiques. Puis moi, j'aime bien le froid, je viens des montagnes, j'adore les animaux. Et puis, bah, du coup, là-bas, il y a un petit peu tout ça, quoi. Et c'est vrai que j'aurais peut-être pu repréciser quand même pour l'audience. Donc la Suède, ça se situe entre la Norvège et la Finlande pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc la Norvège est à l'ouest, la Finlande est à l'est. C'est le plus grand pays de Scandinavie. C'est réputé pour ses paysages naturels époustouflants. Comme tu le disais, un mode de vie et tout un aspect géopolitique assez différent. C'est d'ailleurs la dernière, je ne sais pas si tu le savais, petit fun fact, la dernière guerre de la Suède, ça date de 1814. Et depuis, ils sont pacifistes et neutres dans tous les conflits mondiaux. Donc on est vraiment dans un autre monde. Et en termes de superficie, c'est le troisième plus grand pays d'Europe occidentale, avec la capitale Stockholm qu'on connaît bien, qui est bâtie sur 14 îles, reliées par 57 ponts. Donc voilà, c'était pour les petits fun facts du moment. J'en ai quelques-uns en stock aussi. Et donc toi, tu t'es dit, ok, j'y reviens régulièrement. Tu racontes dans ton livre que tu y vas autant en hiver qu'en été, parce qu'il y a énormément de choses à faire. C'est un territoire extrêmement vaste. Et là, ces dernières années, tu t'es lancé dans un projet assez fou. Tu as acheté 2 îles en Suède. Est-ce que tu peux nous parler du début de ce projet? Comment c'est sorti cette idée-là? Cette phrase, elle est trop bizarre. J'ai acheté des îles. Elle est toujours très bizarre, même pour moi. Alors, comment ça s'est passé? Bah, tu vois, pour revenir sur ce que je disais, quand je bossais à l'ambassade de France en Namibie, il y avait une autre délégation européenne qui était dans ce pays, c'était la délégation suédoise. Et donc, du coup, eh bien, j'étais pote avec toute la délégation suédoise et je me suis fait plein d'aventures assez extrêmes en Namibie avec notamment un copain, Patrick, qui est suédois. Et puis voilà, ça, on le garde pour plus tard. Moi, depuis que j'étais petit, je lisais beaucoup, tu en as parlé tout à l'heure, les romans de Jack London.
que ça soit Martin Eden, Cro-Blanc, L'Envoi les sauvages, tous ces romans-là. Et le point commun à tous ces personnages, c'est qu'il y a toujours un mec, alors souvent un chercheur d'or, qui construit de ses propres mains, au milieu de nulle part, une maison en bois. Pendant qu'il coupe les arbres, il se fait attaquer par des loups, des ours, des choses comme ça. Et ça a créé quelque chose dans mon cerveau où je me suis dit, OK, moi aussi un jour, quand je serai grand, j'aurai ma maison en bois que j'aurai construit au milieu de nulle part, sur un lac, où je pourrais aller pêcher l'été et puis faire du patin à glace l'hiver. Et puis c'est resté, c'est resté, c'est resté. Et quand j'ai commencé à beaucoup voyager, eh bien, durant mes voyages, j'ai cherché un terrain, où j'ai cherché un endroit où vraiment je pourrais réaliser ce rêve. Donc j'ai cherché en Alaska, j'ai cherché au Québec, au Yukon, en Finlande, en Norvège et en Suède. Et j'ai trouvé pas mal de trucs, sauf qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Il y avait une route qui était trop près, il y avait des éoliennes, il y avait une scierie qui était à côté, un voisin un peu fou qui était pas loin avec un fusil. Enfin, il y avait toujours un truc qui allait pas. Et puis, le 22 janvier 2023, donc ça fait pas si longtemps que ça fait à peine 2 ans, eh bien, mon pote Patrick, voilà, le fameux Patrick de Namibie, m'envoie un site internet sur lequel eh bien, je vois qu'il y a des îles à vendre en Suède. Je me dis, wow, quoi ce délire? Des îles à vendre? Puis je regarde, je vais sur Google Earth, je regarde autour, c'est perdu au milieu de nulle part, sur un immense lac de 70 km, plein cœur de la Suède, à 2 heures de la Norvège par la route. Enfin, voilà, il n'y a que 400 km de forêt tout autour, c'est exactement ce que je cherchais. J'appelle immédiatement l'agent immobilier. Et elle me dit, alors Anthony, t'emballe pas trop, on a mis ça en vente il y a 2 jours. On a déjà 45 000 connexions sur le site internet en 2 jours. Et en fait, en Suède, tout fonctionne aux enchères. Intéressant. Ouais. Et donc, ils me disent, on a déjà un studio de cinéma hollywoodien qui a déjà fait une proposition pour acheter les îles et tourner des films dessus. Je lui dis, OK. Donc, on est le 22 janvier. Je lui dis, quand est-ce que je peux visiter? Elle me dit, bah, du coup, pas avant fin mai, le temps que le lac fonde et qu'on puisse organiser les visites. Moi, je me dis, je ne suis pas le plus riche du tout. Par contre, je suis celui qui est le plus culotté. Et je lui dis, eh bien, OK, à lundi. Et je raccroche. Et donc, on était vendredi soir. J'ai pris un avion. Le lendemain, j'ai loué le dernier truc qui restait à louer en last minute dans un magasin de location. C'était une immense caravane, un truc genre pour 8 personnes. Et me voilà en plein mois de janvier à rouler au milieu de la Suède, au milieu de nulle part, pour aller rejoindre la ville où il y a l'agence immobilière. C'est une aventure, ça me prend 10-12 heures, je crois, à rejoindre cette ville. Et quand j'arrive, eh bien, il y a l'agent immobilier, Anna, qui est là, et elle me dit, oh, putain, t'es vraiment venu? Je dis, bah oui. Et du coup, elle me dit, mais comment on y va? Et je lui dis, bah, on va trouver une solution. Et en fait, on organise avec l'ancien propriétaire et une copine à lui, 2 motoneiges pour se rendre sur les îles, au milieu de nulle part. Et donc, on roule sur un immense lac gelé de 70 km. La lumière est incroyable. Pendant qu'on roule, on voit des élans, on voit des traces de loups sur le lac gelé. Il n'y a personne. Enfin, c'est incroyable, c'est magnifique. On arrive sur les îles et là, bah, j'ai su direct. Je sais pas, il y a eu ce truc où j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, j'ai pleuré, je me suis dit, ouais, bah voilà, c'est ici. Voilà, c'est bon. OK, maintenant, il va falloir pouvoir les acheter. Et donc, eh bien, je tombe complètement amoureux de l'endroit. On rentre chez le propriétaire. Je fais une offre aux enchères. Donc, je mets tout ce que j'ai sur mon compte en banque. 20 ans d'économie de travail, moins 3 000 €. Donc, je garde quand même 3 000 € pour me dire, bon, bah, il faut rentrer quand même à Annecy. Et puis, vivre au moins les 2-3 prochains mois. Et du coup, elle scelle l'enveloppe et puis elle part avec. Et puis en fait, le propriétaire, eh bien, il me dit: «Bah, tu veux manger avec moi ce soir?» Et je dis: «Bah, oui, je suis tout seul perdu dans la forêt, oui, pourquoi pas?» Et c'est un vieux monsieur qui a 82 ans, qui est veuf depuis une vingtaine d'années et qui est né sur ce canapé-là, où je suis, il y a 82 ans et qui a toujours vécu ici. Sauf qu'entre-temps, eh bien, il était commercial dans la fibre de verre pour les bateaux et qu'il est parti autour du monde vendre, cette fibre de verre un peu partout. Donc il a vécu, en Indonésie, il a vécu en Afghanistan, il a vécu dans plein d'endroits autour du monde et du coup, il me parle de ces endroits, du Sierra Leone, la Syrie, l'Afghanistan, l'Indonésie dans les années 60
Et moi, je lui en parle dans les années 2010. Et en fait, on parle pendant des heures, des heures et des heures. Et au bout d'un moment, il regarde sa montre, il fait: «Waouh, mais il est minuit!» Je fais: «Waouh, mais non, je me couche à 21h». Je dis: «Ah pardon, pardon», donc je vous laisse. Il me dit: «Non, mais attends, il fait -30 dehors, tu vas pas dormir, dans ta caravane dehors, je te fais la chambre d'amis». Et puis en fait, je suis resté 4 jours. Je suis resté 4 jours où on a passé 4 jours à, faire de la motoneige, apprendre à pêcher, à faire des saunas, à se baigner dans l'eau froide, à faire, voilà, plein de trucs qu'un papy et son petit-fils font. Moi, j'ai jamais eu de grands-parents. Lui, ses petits-enfants et même ses enfants, ils habitent à Stockholm et c'est un peu le mal suédois. C'est-à-dire que ce qui, moi, m'attire plus que tout, les forêts sauvages, les endroits perdus, reculés, les Suédois, ça les dégoûte un petit peu. Il y a eu un grand exode rural où les gens sont vraiment partis dans les années 80-90 des campagnes pour aller en ville, pour aller à Stockholm, pour aller à Göteborg, Malmö, toutes les villes qu'il y a au sud, le sud de la Suède, qui est plus ensoleillé que là-haut. Et donc, ils viennent quasiment jamais le voir, quoi. Alors que moi, c'était mon grand-père, mais je peux vous dire que bon, bref, j'aurais été là-bas tous les jours, quoi. Et puis, du coup, au bout de 4 jours, eh ben, il faut partir. Il faut que j'aille à l'agence qui est à Sundsvall. C'est la plus grosse ville, la plus proche, qui est à peu près à 2 heures de route, pour signer des papiers comme quoi, si jamais mon enchère est acceptée, il faut que je paye, enfin voilà, des papiers administratifs, quoi. Et puis quand j'arrive, eh bien Anna, l'agent immobilière, prend l'enveloppe, elle la déchire et en fait, je lui dis: «Ah merde, il y a des gens qui ont surenchéri», et elle me dit: «Non, j'ai eu Okan, au téléphone, il accepte, la somme qu'il y a dedans, peu importe, la somme qu'il y a dedans, c'est toi qui dois avoir les îles, tu es absolument parfait pour les îles». Voilà. Et donc voilà, je me mets à chialer et puis voilà, tout ça, tout ça, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Incroyable cette histoire. Merci de nous la livrer. Voilà, je m'imagine bien la scène où vous êtes au bord du lac, le petit feu pas loin. Merci de nous partager ça. En plus, ça, tu l'as pas raconté autant en détail sur les réseaux, ça. Non. Non, non, parce que, je parle pas trop de ça parce que la question qui revient tout le temps, les gens, au-delà de savoir si l'endroit est bien, s'il y a des animaux, comment je me sens, les gens disent: «Alors combien c'est? Comment ça coûte? Comment on fait pour l'acheter, nous?» Et tu vois? Et c'est voilà, donc je parle pas trop en général de tout ce qui est, argent et matériaux. Oui, parce qu'en plus, c'est passé à côté de la vraie histoire. Enfin, et je pense que j'inclus les auditeurs et auditrices qui vont être fans de ce genre d'histoire plutôt que les détails de l'argent ou autre. Parce que c'est vrai que c'est dingue de se dire que ta connexion en fait avec cet homme, bah voilà, c'est ce qui t'a permis aujourd'hui d'avoir ces îles. Et on est d'accord que quand tu les as achetées, il n'y avait rien encore sur ces îles-là. Alors, c'est encore une histoire incroyable. Dans les années 80, il y a un Français qui a découvert ces îles. Alors, me demande pas comment, parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part, perdu. C'est-à-dire que peut-être si tu passes par là, tu t'es perdu dans la forêt, tu peux découvrir le bout du lac et le bout de l'autre lac. Mais alors, mes îles qui sont au milieu du lac, il faut vraiment se perdre, quoi, pour les découvrir. Et en fait, il y a un Français dans les années 80 qui a découvert cet endroit. Il est tombé amoureux de cet endroit, comme moi. Et il a gardé ça en tête en se disant: «Un jour, je ferai un projet d'art ici». Il a réussi en 2011 à rencontrer, l'école d'architecture de Nantes, à qui il a vendu, le projet d'une structure, je sais pas comment dire en fait, une structure, une espèce de ruche. Je crois que c'était ça l'idée de départ, une ruche, mais creuse. Donc, vraiment un espèce de bois, une grosse structure de 10 mètres de haut, mais complètement creuse, juste avec des alvéoles. Et donc du coup, ils ont commencé à construire ça, je crois pendant 2 ans, avec, l'école d'architecture de Nantes, et le projet s'est arrêté du jour au lendemain par, manque de financement. C'est ce qu'on m'a dit. Après les autres gens du village m'ont dit que c'était plutôt par, ils s'étaient embrouillés, voilà. Bon, bah, moi je sais pas. Donc il y avait cette grosse structure vide, et moi je me suis dit: «OK, ça là, plutôt que de le voir comme un truc, pas beau qui est sur l'île, on va en faire un truc incroyable». Et donc du coup, eh bien, je me suis dit: «On va faire un super hôtel, une super, cabane, une super maison de cette structure, d'art». Et donc du coup, bah, on a commencé à enlever. Eux, ils avaient mis un espèce de plastique blanc dégueulasse autour pour laisser rentrer la lumière. On a tout cassé, on a tout enlevé, on a fabriqué les toits,
On a fabriqué les murs, on a fabriqué l'intérieur, la déco, enfin, on a tout fait, quoi, quasiment, sauf la structure principale. Ok, bah, hyper intéressant parce que j'inviterai l'audience à aller voir sur tes deux comptes pour voir ces cabanes assez magiques parce que donc il y a deux maisons qui sont disponibles. Il y a la maison de l'ours et la maison le loup. Est-ce que tu veux bien expliquer ces deux maisons? Oui, alors, il y a 2 îles. J'ai 2 îles qui sont, à peu près à 100 mètres l'une de l'autre et sur chacune des îles, eh bien, on a construit des maisons, dans les arbres. Donc la première, le Loup, c'est un chalet typique, suédois qui a été surélevé à 7 mètres de hauteur, dans les arbres avec une immense terrasse panoramique qui donne sur le lac et le lac, il est à perte de vue puisqu'il fait 70 kilomètres. Donc, la vue est incroyable. On voit les animaux passer, les élans, les ours, les loups, les rennes, passer sur le lac en hiver quand il est gelé. Et puis l'été, eh bien, il y a plein d'oiseaux, plein d'animaux aussi qui passent. Donc, c'est absolument incroyable la vue. Et puis l'autre maison, celle qui parle justement de ce projet d'art, c'est un ovni. C'est un ovni qui est sublime aujourd'hui, mais que j'ai beaucoup détesté durant les 2 dernières années parce que, vous irez voir, mais c'est des formes complètement incongrues. Il faut imaginer une maison avec 3 toits, mais un toit où certains endroits, il fait 2 mètres de long et puis à un autre endroit, il fait 5,80 m de long. Des formes, des courbes, du verre partout, accroché dans les arbres. Voilà et c'est un ovni. Tout le monde tombe amoureux de cette maison. Tous les gens qui sont venus, toutes les personnes qui louent l'île tombent amoureux de cette maison. Le soleil passe dedans 360 degrés. Donc, on vit avec le soleil, on se couche avec le soleil. Et puis, le soir, quand il y a les aurores boréales, eh bien, on assiste à tout ça depuis notre lit. Donc ouais, c'est assez incroyable. Donc ça a été en fait à peu près 2 ans de travaux, le temps que tu installes un petit peu tout, parce que ton idée, si j'ai bien compris, c'était que tu voulais pas juste que ça soit une simple escapade, c'était vraiment une aventure pour que les gens puissent vivre un rêve. Et j'ai l'impression que tu insistes aussi beaucoup sur cette notion de se reconnecter à soi-même. Ouais. En fait, là-bas, tout est plus compliqué, mais tout est plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me lève, mes problématiques de la journée, ça va être de trouver du bois, d'aller faire un petit feu et de cuisiner. Voilà. D'aller chercher de l'eau. Alors en hiver, c'est plus simple, elle est devant nous, on est sur une île. L'eau est complètement pure, moi je la bois comme ça, il y a aucun problème. Et en été, en hiver, pardon, il va falloir aller casser la glace. Donc des fois, il y a 45 à 65 centimètres de glace à casser pour aller ensuite se servir au robinet naturel au milieu du lac, avec une louche. On remplit un seau et puis tout, on va devoir la faire bouillir. Tout prend du temps, tout est plus long, mais en fait, ça nous coupe de ce monde effréné où on est à 1000 à l'heure et où nos problématiques principales qu'on s'est créées ne sont pas forcément des vraies problématiques. Moi, quand je suis là-bas, ma seule problématique, c'est boire, manger, aller nager dans le lac, aller pêcher. Et ça me fait un bien incroyable. Et ça fait un bien incroyable à tous les gens qui viennent. J'ai des gens qui sont traders, j'ai des gens qui ont des grosses compagnies, des familles nombreuses, des gens qui sont à fond tout le temps. Et en fait, quand ils arrivent là-bas, ils déconnectent complètement, quoi. C'est vraiment un paradis pour ça. Et toutes les personnes qui sont venues l'été dernier ont réservé pour cet été. C'est génial ça. Et est-ce que dès le début, tu t'es dit, enfin, j'essaie de comprendre. Est-ce que quand tu as vu ces îles, tu t'es dit, ok, c'est pour moi, c'est la cabane dont je rêvais toujours depuis que je suis gamin et je veux m'installer ici et vivre un petit peu en autarcie, un petit peu comme Dick Benecki dont Elliot a suivi les traces. J'en parlais dans un autre épisode. Ou est-ce que tu t'es rapidement dit, en fait, c'est tellement beau, j'ai envie de partager ça avec le monde, en fait. Il y a deux choses. La première, je me suis dit, ok, c'est chez moi, c'est bon. C'est ce que j'ai cherché toute ma vie. J'ai quand même pas mal bourlingué autour du monde et en fait, voilà, il est là l'endroit que j'ai cherché. Ça, c'est le rêve. Et après, il y a, ok Anthony, tu as foutu toutes tes économies là-dedans. Chaque boulon, chaque clou que tu vas acheter, puisqu'on est quand même en Suède et dans le nord de la Suède, donc ça coûte une blinde. Est-ce qu'on n'en ferait pas aussi une petite location d'île quand toi, tu n'y es pas, où les gens peuvent, dans un premier temps, venir louer cette île pour que moi, je puisse aussi renflouer un peu mes caisses, et puis aussi pour venir partager et découvrir cet endroit. Et donc, du coup, ce que je fais maintenant, c'est diviser en 3. Il y a des moments où j'y vais pour moi tout seul, et je me reconnecte, et je suis très heureux là-bas. Je me force, pour être honnête, à aussi accueillir des gens, parce que je ne veux pas devenir un vieil ermite tout seul sur son île à 40 ans qui est complètement associable.
Donc, je ouvre à la location. Le concept, c'est une location d'île. Donc, tu loues pas la maison, tu loues l'île. Donc, que tu veuilles venir tout seul, comme c'est le cas, j'ai des auteurs qui sont venus, j'ai des traders qui sont venus faire travailler en télétravail, ou que tu veuilles venir avec toute ta famille et tous tes potes pour un EVG, pour un mariage, j'en sais rien, eh bien, tu loues une île et tu peux kiffer, quoi. Tu as tout qui va avec, tu as des kayaks, tu as des paddles, tu as des patins à glace, des skis, tu as tout ce que tu veux. Et puis, la troisième expérience, parce que je pense que c'est ce que je préfère faire aujourd'hui sur Terre, c'est j'organise des stages de déconnexion et de dépassement de soi. Donc ça, je le fais plusieurs fois par an, où des gens viennent, que ce soit en hiver, que ce soit en été, pour aller vivre des aventures avec moi sur le lac. Par exemple, en été, là cet été, il y aura 3 stages comme ça. On est droppé tout au bout du lac et on arrive en plein territoire des ours, en pleine nuit. On doit construire nos cabanes, se protéger, faire des tours de garde. Et puis le lendemain, on construit un radeau avec tous les bois qu'on trouve dans la forêt qui sont au sol. Et l'objectif, c'est de rejoindre les îles en 3 jours en radeau. Voilà. Et forcément, il se passe plein d'aventures durant cette traversée. Excellent. Et il y a aussi en hiver, tu transmets un petit peu tout cet amour du froid, j'ai envie de dire, de ce dépassement de soi dans le froid, parce que tu racontes d'ailleurs dans ton livre que tu as appris en fait, tu as été initié pardon, par des moines bouddhistes à toutes ces immersions en eau glacée avec les draps et ainsi de suite. Ça, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse pour que tu nous racontes ça? Ouais, c'est des moines tibétains qui vivent au Népal. Et j'étais en train de faire un trek, le trek des Annapurna, et je vois au loin des mecs en slip qui sont en train de tremper des immenses draps de, je sais pas, 10 mètres, 12 mètres dans l'eau. Et je dis, bon, ils font leur vaisselle, ils font leur lessive, mais pourquoi ils sont en slip? Il fait froid quand même dans l'altitude. Et en fait, ils s'entourent après, avec ces grands draps, tout le corps, et ils se mettent à respirer et à méditer. Et ils font ça jusqu'à ce que les draps soient entièrement secs. Et je me suis dit, tu vois, là, il y a la petite lumière qui s'est allumée. Je me suis dit, OK, attends, là, il y a un truc, là, c'est quoi ce délire? Et du coup, je suis allé voir ces moines. Il y en a un qui parlait plutôt bien anglais. Et en fait, je me suis dit, OK, je vais apprendre à faire ça. Est-ce que c'est possible? Comment on fait? Je signe où? Et du coup, je suis resté avec eux et j'ai appris cette technique. Alors, c'est pas de lutte contre le froid, puisqu'en fait, maintenant, le froid, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais maintenant, c'est quelque chose de vital pour moi. J'en ai besoin. Tu vois, là, je peux pas me baigner depuis 1 mois à cause de mon pied, là, que je viens de me faire opérer. Et je suis comme un junkie sans sa dose, quoi. Mais vraiment, c'est très bizarre. Les gens, quand je dis ça, au début, ils comprennent pas. Et puis après, les clients que j'ai qui viennent avec moi faire des immersions, me disent la même chose. Ils me disent: «Anthony, là, est-ce qu'on peut y aller là, s'il te plaît? J'en ai besoin, est-ce que j'ai besoin de ma dose? Est-ce qu'on peut y aller demain?» Donc ouais, non, c'est assez dingue. Et en fait, une immersion comme ça équivaut au niveau de ce que ça dégage dans ton cerveau, ça équivaut à un rail de coke. Voilà. Donc, ouais, non, ça a énormément de bienfaits et moi, je peux plus m'en passer. Donc, j'organise aussi, voilà, des stages en hiver où les gens viennent pour se mettre en slip avec moi sur un lac gelé quand il fait -40. Je sais, comme ça a l'air complètement taré, mais si tu regardes, là, j'ai posté sur Instagram il y a 2 ou 3 jours, des vidéos de ça et ouais, c'est génial. C'est génial. On construit une patinoire, au milieu du lac et puis on fait du patin, en caleçon ou torse nu. Le soir, on va marcher sur le lac, regarder les aurores boréales et les étoiles, en étant torse nu aussi pareil et on fait des trous dans lesquels on se baigne. Voilà. Et en plus, tu expliques aussi dans ton livre que tu as fait ça aussi au Groenland, où en fait, tu ressens qu'à chaque immersion, tu te sens plus vivant que jamais. Et je sais plus si tu le mentionnes sous ces termes exacts-là, mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée aussi de, ok, tu fais cette expérience, mais c'est toi qui reprends le contrôle de ta respiration. Il me semble que tu disais ça aussi dans certaines de tes vidéos, où tu dis à des participants, non, 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 là c'est toi qui reprends le contrôle, tu te laisses pas dominer par le froid, tu contrôles ta respiration, parce que tu as fait des formations aussi, il me semble. Oui, bah, au-delà de la formation au Népal, moi, en fait, j'associe une technique qui est un mélange de ce que j'ai pu apprendre au Népal, du yoga Tummo et de Wim Hof. Wim Hof qui est plutôt basé sur l'hyperventilation et la respiration. C'est un néerlandais, hein, Wim et Hof, c'est son prénom. Et en fait, ouais, c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur son corps. Aujourd'hui, on laisse notre corps nous diriger, vraiment. Et en fait, c'est
en quelques respirations, en quelques mouvements de méditation, on peut reprendre complètement le contrôle sur son corps. Et c'est dans la première immersion, ce que les gens se rendent compte, c'est que les tremblements, la chair de poule, les dents qui claquent, c'est toi qui dirige. C'est toi qui vas te dire si ça continue ou si ça continue pas. Et donc, quand tu es dans l'eau, tu fais mes respirations. Et au bout de 2 ou 3 minutes, dès que tu te déconcentres, il y a un oiseau qui passe ou il y a quelqu'un qui te parle ou tu penses à quelque chose d'autre, ton corps va te rappeler immédiatement que tu es dans une situation où il faut que tu prennes le contrôle ou sinon ça ne le fait pas et donc tu te mets à trembler. Et avec quelques respirations, ça s'arrête immédiatement. Et c'est cette idée vraiment de reprendre le contrôle sur soi-même qui m'intéresse énormément dans cette pratique. Et dans les autres pratiques, dans mes expéditions, c'est aussi reprendre le contrôle sur moi, sur mes peurs, sur mes craintes, sur mon physique. Quand j'en peux plus, que je suis absolument exténué et que je dis: «OK, je vais abandonner, je vais déclencher la balise, je vais appeler le téléphone satellite» et en fait me dire: «OK, tu peux le faire» et en fait, le fait de dépasser ses limites, c'est sortir de sa zone de confort, comme on dit beaucoup en ce moment. Ça, c'est vraiment la notion qui m'intéresse le plus. Sans être dans du masochisme, hein. Si j'ai le pied qui est en sang et que j'ai un os qui sort, bon, bah, voilà, pas non plus se blesser pour 3 ans. Mais l'idée de vraiment prendre le contrôle et le dessus sur ses pensées, c'est ce qui m'intéresse le plus, ouais. Et ce que tu me dis, ça me fait penser un petit peu, au lâcher prise. Où est-ce que tu mettrais le lâcher prise, dans tout ça? Ça, c'est une notion que j'ai peut-être encore du mal à gérer, je pense. Le lâcher prise, Je te pose la question parce que en ce moment, je me questionne beaucoup sur ce lâcher prise aussi où, voilà, pour des tas de choses, j'ai des gens qui me disent mais il faut que tu lâches prise sur tel sujet, sur ça, parce que je suis un petit peu beaucoup contrôle fric aussi. J'aime bien tout contrôler et ça m'intéresse beaucoup cette notion de quand même arriver à contrôler le corps parce qu'il y a cette notion de contrôler son corps, contrôler ses émotions, enfin il y a plusieurs étapes on va dire dans le contrôle et j'ai du mal à situer encore un peu ce fameux lâcher prise que ça soit peut-être avec le corps, peut-être avec les pensées. Donc voilà, est-ce que toi, tu arrives à le placer quelque part, peut-être que ça soit dans tes expériences ou dans tes ressentis, pour être un petit peu à l'opposé de ce contrôle-là? Je sais pas si ça fait sens, ma question. oui, je comprends ce que tu veux dire. Ma réponse va être un peu, elle va pas pouvoir trop t'aider, je pense. Je me reconnais pas du tout dans ce monde. C'est assez particulier. J'ai vu, beaucoup de choses horribles, j'ai vu plein de choses, qui m'ont marqué beaucoup. Heu, je me reconnais pas dans ce monde, tu vois? J'habite à Annecy, qui est, souvent élue, comme la plus belle ville de France, d'Europe, du monde, tout ce que vous voulez, qui est absolument sublime. Les gens sont gentils avec moi, je suis reconnu, et je me reconnais pas là-dedans. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise sur plein de choses que je vois dans le monde urbain, dans le monde contemporain. Donc je suis à la limite de pas de la crise d'angoisse, mais je me sens vraiment pas bien quand je suis dans les villes ou quand je suis dans ce monde-là. Et par contre, à contrario, quand je suis dans la nature, j'ai un lâcher prise qui est absolument total. C'est-à-dire que s'il pleut à fond, s'il fait -45, si, il y a des animaux dangereux, si en fait, je peux rien y faire. Donc c'est comme ça. Je m'adapte. Je suis plus dans l'adaptabilité que, le contrôle. Et c'est quelque chose, ouais, que la nature m'a appris, que mes expéditions au milieu de nulle part m'ont appris et c'est quelque chose que j'aime, en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que, tu vois, je suis sur le point là de tout quitter pour aller m'installer au milieu de nulle part en Suède. Je l'ai déjà fait, depuis 2 ans, hein, je suis quasiment toujours là-bas. Mais c'est aussi pour, lâcher prise en quelque sorte par rapport à ce monde, contemporain dans lequel on vit, ouais. Oui, donc au final, tu navigues entre les deux. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, bon après quand je reste, 3 mois sur mon île, j'aime bien aussi retourner, dans un café, parler à des gens et voilà. Puis après je regarde les informations et puis le lendemain je retourne sur mes îles, quoi. Ouais. Je vois tout à fait. Donc là, tu viens de nous le dire que tu vas t'installer en Suède, définitivement. Alors définitivement, rien n'est définitif, mais en tout cas, oui, j'ai acheté une petite maison, en plus des 2 maisons, construites sur les îles, au milieu de nulle part, dans un petit village. Alors c'est pas au milieu de nulle part, c'est un petit village où il y a des fermiers, où il y a des gens, des menuisiers et j'ai acheté une maison qui date de 1914, qui est beaucoup trop mignonne, qui est toute jaune, style néocolonial, un peu comme on peut voir à la Nouvelle-Orléans
Et j'ai envie, après avoir vécu à Los Angeles, à New York, à Cape Town, dans les endroits les plus fous du monde, à Paris, avoir été en couple avec des mannequins, avoir été invité à toutes les soirées Fashion Week, tous les trucs d'influenceurs partout, partout, partout. J'ai envie d'élever des poules. J'ai envie d'aller me lever le matin, d'aller nager à poil dans mon lac, l'après-midi d'aller pêcher, de faire mon jardin. Mais ça, tu vois, faire grandir des trucs dans un jardin, voilà, c'est les trucs qui me font rêver en ce moment et auxquels j'aspire. Voilà, plus que de devenir une star sur les réseaux sociaux et puis ouais, tout ça, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Donc oui, dès que mon pied va mieux, d'ici un mois, eh bien, je retourne en Suède, faire tous les travaux dans ma nouvelle maison, construire un petit jardin. Et puis, du coup, je serai à 1 heure de mes îles où je pourrai eh bien, aider les clients qui vont arriver, qui vont louer les îles, si jamais il y a des problèmes, les accueillir et puis les amener pêcher avec moi, les amener se balader, observer les ours, observer les animaux qu'il y a autour. Et puis, ouais, kiffer, quoi. Voilà. Super. Et est-ce que tu peux nous en dire maintenant peut-être un petit peu plus sur les Suédois en général, parce que donc ça fait plusieurs mois que tu côtoies cette population. Est-ce que, voilà, quelles sont les premières choses qui te viennent en tête si tu devais donner par exemple 3 mots pour définir les Suédois? Waouh! OK, j'ai pas du tout pensé à ça. 3 mots. Compliqué de te donner 3 mots. Je peux dire qu'ils sont chiants en hiver et puis qu'ils revivent en été. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai vu où, l'hiver, il est long, hein. C'est de novembre à avril, et puis il fait, jour de 9h30 à 14h45, quoi. Donc ça, sur le moral, moi-même, hein, ça joue. Des fois, tu es en déprime, tu sais pas trop pourquoi, tout est super, des aurores boréales au-dessus de toi, il y a que des superbes filles blondes autour, il y a des ours, des loups et puis toi, tu es en déprime, tu dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, tu dis: «Ah bah, j'ai vu 3 jours le soleil aujourd'hui, c'est peut-être pour ça». Donc il y a vraiment moi, je vois vraiment 2 types de Suédois, il y a ceux de l'hiver et ceux de l'été et puis l'été, à partir du moment où on a quasiment 24 heures de soleil par jour, où ça fleurit partout, eh bien, ils sont dehors 24 heures sur 24 à, courir dans les lacs, à aller pêcher, à aller, dans la forêt, à danser. Il y a plein de balles, il y a plein de brocantes et voilà. Ils sont un peu bipolaires, voilà, on va dire. Heu, Ils vont très bien, mais il y a un peu, une bipolarité entre les saisons. Voilà. Moi, ce qui me marque le plus chez les Suédois, je vais te donner un exemple. Je suis arrivé, le 25 décembre, en Suède. Là où j'habite, tu es obligé d'avoir des pneus à clous, pas des pneus hiver, vraiment des trucs à clous parce que, bon, forcément, il fait froid. Et en fait, je croise un mec, et il me dit, «Ah salut Anthony!» et je dis: «Mais je te connais pas, mais qui êtes-vous?» Il me dit: «Oui, mais tu es le Français, qui est arrivé» et je dis: «Bah d'accord, oui, super». Et il me dit: «Voilà, j'ai vu, j'espère que tu m'en voudras pas, que tes pneus, en fait, à droite et à gauche, ils étaient, inversés, en fait. Du coup, là, je suis allé, ce matin, là, avec le cric, puis je te les ai remis à droite et à gauche». Je le regarde, je dis: «Mais vous êtes garagiste?» Il me dit: «Non». Je dis: «Mais pourquoi?» «Mais c'est adorable, mais vous allez me demander de l'argent». Tu sais, le réflexe de français, en fait, tu vois? Il me dit: «Bah non, parce que c'est dangereux». «D'accord». Donc il fait -28 degrés, on est le 26 décembre et tu es allé changer mes pneus et on se connaît pas. OK. Et en fait, ça, tu vois, c'est vraiment, le truc suédois. Alors, bien évidemment, c'est exacerbé, dans les campagnes, hein, à Stockholm, j'imagine que c'est une grande ville comme partout. Mais ouais, c'est ce truc-là où, par exemple, là, en novembre, il y a eu une grosse tempête, parce qu'on est en novembre, il pleut, il neige, il fait froid, voilà. Et en fait, mon bateau, en fait, quand tu arrives sur les îles, tu marches dans la forêt et puis tu as 2 bateaux qui t'attendent, mais qui sont en autogestion, hein, donc tu prends tout avec ta petite clé que je t'ai donnée et puis tu vas rejoindre les îles avec ta barque. Et en fait, j'ai un bateau, il s'est cassé et le lac fait 70 kilomètres et puis il y a personne. Et en fait, moi, j'ai des petites caméras sur mes îles pour voir les animaux, enfin pour voir tout, mais je regarde plus les animaux. Et en fait, quand il y a un mouvement et ben, j'ai une notification sur mon portable et puis je vois en direct la vidéo, quoi. Et puis là, je vois 4 papys, et pas des papys parce que ceux qui habitent là-bas, ils sont vraiment pas jeunes, quoi, en train de soulever mon bateau de 800 kilos, le mettre avec des bouts de bois, le raccrocher sur la jetée, le retourner, parce que ça, c'est ce que je savais pas aussi, tu vois? J'apprends plein de trucs. C'est qu'en fait, si tu laisses ton bateau, eh bien, ouvert vers le ciel, eh bien, il est rempli de neige en 3 jours et puis il coule, quoi. Et donc ils sont en train de le retourner, ils l'ont ramené, ils l'ont tiré et ils l'ont posé, sur mon île, quoi.
Et puis, voilà, puis plusieurs mois passent. Et puis là, quand je les croise en février, j'ai reconnu l'un des petits vieux. Puis je le croise dans la rue. Je dis: «Ah, en fait, merci pour le bateau. Incroyable et tout, ça fallait pas et tout». Il me dit: «Ah ouais, c'est cool. Bonne journée». Tu vois, vraiment le truc, l'esprit de communauté. Voilà. Et je devrais pas le dire parce que tous les Français vont vouloir bouger en Suède et on va tout casser comme ça a été le cas à Montréal. Alors, je fais une aparté, mais moi, j'ai fait mes études à Montréal et en fait, le mauvais côté qu'on peut avoir en France et on peut aussi le ramener des fois dans certains pays comme j'ai pu, le voir en Australie, où il y a beaucoup de vols. D'ailleurs, ils appellent ça le French shopping, les vols à l'étalage ou à Montréal où on ramène les mauvais côtés qu'on peut avoir en France et donc voilà, j'espère que ça n'arrivera pas en Suède. Mais tu vois, je vais te donner un autre exemple. Il y a un magasin, tous mes potes français qui sont venus me voir, ils ont halluciné, moi le premier au début. Un grand magasin de sport où dedans tu as tout ce que tu imagine un décathlon. Imagine un décathlon, OK? Tu rentres dans le décathlon et je sais pas, tu vas au ski avec tes potes, pour, 1 semaine ou 2 semaines, j'en sais rien et moi c'était le cas, on allait au ski à la frontière norvégienne et du coup tu rentres dedans, tu choisis ce que tu veux, donc les chaussures, on parle de trucs, pas abîmés, hein, des trucs, quasiment neufs, quoi. Des chaussures de ski, ton masque, ton casque, tes gants, tout ce que tu veux et tu sors du magasin. Et puis je sors du magasin et puis mes potes, ils me disent: «Mais Anto, attends, on n'a pas payé et tout». Je dis: «Attends, venez avec moi». On va à la caisse et puis je leur dis: «Dites-moi ce que vous venez de dire là au monsieur». «Bah oui, combien on vous doit et tout?» Et en fait, c'est un magasin où tu vas, tu prends ce que tu veux, tu ne donnes ni ton mail, ni ton téléphone, ni ton passeport, ni quoi que ce soit et tu le ressors. Et puis quand tu as fini, tu le ramènes. Et en fait, ça explique pourquoi je bouge en Suède. C'est ce que je veux dans ma vie, en fait. La communauté est basée sur la confiance, la communauté est basée sur l'entraide, la communauté est basée sur le respect de la nature. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai cherché toute ma vie. Voilà. Et c'est dingue. Il te dit: «Bah, amusez-vous bien». Et je lui dis: «On ramène quand?» «Bah, quand on aura fini». Et personne ne vole. Personne ne se dit: «Bah, je vais me barrer, je vais le vendre sur le bon coin», tu vois? Je pense qu'on fait ça en France, le magasin, il fait faillite en 3 jours. Et encore. Voilà. Donc non, 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 c'est, ouais, c'est plein de choses comme ça qui font que ouais, c'est incroyable. Voilà. Quand je construisais les maisons, j'avais des petits vieux qui débarquaient en moto, motoneige en hiver ou en bateau à moteur avec, des planches en bois qu'ils avaient trouvées, je sais pas où, ou des bois qu'ils avaient coupés, qui leur restaient et ils me les amenaient, gratuitement sur mes îles pour m'aider à construire. Il y en a plein qui sont venus m'aider, à me donner des coups de main pour construire et d'ailleurs heureusement qu'ils étaient là parce que moi j'y connaissais rien. Donc non, non, c'était vraiment une aventure, une aventure assez dingue de construire ce projet, construire The Haven Island au milieu de nulle part, complètement isolé, ouais. C'est fou, ça, oui, ça donne envie. Ça donne clairement envie, toute cette mentalité. Et dans les épisodes, parfois, j'aime bien parler un peu gastronomie. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester la gastronomie suédoise? Alors n'allez pas en Suède pour la gastronomie. Non, je suis un peu sévère, mais bon après on est français alors c'est un peu difficile quand même, de voyager autour du monde parce qu'on a quand même une gastronomie qui est assez dingue. Hem, Ils aiment bien les patates, voilà. Ils aiment bien mettre, sur les patates, beaucoup d'ailleurs sur tous les plats, ce qu'on appelle des lingonberry, qui pourrait être l'équivalent, des érelles en France. Voilà, il y a beaucoup de baies. Alors, autre chose que dont j'ai oublié de te parler, c'est que sur mes îles, c'est incroyable, elles sont couvertes de baies. Mais quand je dis couvertes, c'est chaque centimètre carré est couvert de baies. Donc de framboises, de blueberry, de myrtilles, de cranberry, partout. Donc je marche, j'ai mes chaussures blanches qui sont rouges de sang comme si j'avais tué quelqu'un en 10 minutes et je ferme les yeux, j'ai un espèce de petit peigne, je ramasse au sol n'importe où au hasard et c'est plein. Donc ça, c'est autre chose, j'ai dû vraiment apprendre à me contrôler. Les premières journées, j'en bouffais 4 kilos par jour, quoi. Et je te laisse deviner où est-ce que je finissais après. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Et donc du coup, voilà, les Suédois mettent beaucoup de baies, que ce soit sur les poissons, sur la viande, que ce soit sur les patates. Il y a aussi beaucoup de choses à base de crème de crevettes. Voilà, c'est bon. Ils ont aussi des bonnes pâtisseries, comme le Kanelbulle, cinnamon roll. Voilà, la cannelle partout. Cannelle partout, ou sinon, ils ont la même chose, mais version amande ou version pistache, voilà, ça va, c'est plutôt bon.
C'est un peu redondant, mais j'ai connu pire. Voilà. C'est pas ce qui va t'empêcher de t'y installer. Et par rapport à la langue suédoise, du coup, comment les gens parlent beaucoup anglais ou pas? Est-ce que tu vas apprendre la langue? Voilà, la seule chose que je sais dire en suédois, c'est tack pour dire merci. Taxomiquette. Et ça, tu sais quoi? Tac, c'est mon immense problème. Écoute bien. En France, on dit tac tout le temps. Tu sais, moi, je mets le couvert, donc je fais tac, tac, ok, tac, Mais tac. oui, Et on s'en rend pas compte. Et moi, depuis que j'habite en Suède, je m'en rends compte en France parce qu'ils se foutent tous de ma gueule. C'est-à-dire que quand je suis chez mes amis, que je mets le couvert ou que je mets mes chaussures, bon, alors, tac, tac, ils sont là et ils me regardent tous, mais avec des grands yeux. Mais à qui il dit merci beaucoup? Et en fait, je passe ma journée à dire merci beaucoup et ils sont morts de rire. Donc, voilà, ça, c'est la petite anecdote. Et le suédois, waouh, 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 waouh. Je prends 2 heures de cours par jour et c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que bah, tu as des petits points, des petits ronds là, sur certaines voyelles qui changent complètement la prononciation. Tu as des mots, pour moi, c'est impossible à prononcer. Des espèces de J avec un H derrière où il faut l'aspirer. Enfin, voilà. Donc, j'essaye parce que je veux m'intégrer et donc j'essaye de l'apprendre vraiment. Foncièrement, tu n'en as pas besoin. Parce qu'en Suède, à 3 ans, les mecs sont tous bilingues. La télé, c'est en anglais, sous-titré suédois. Ou l'inverse, en suédois, sous-titré anglais, partout. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ça n'existe pas en France. J'ai vu ça dans plein de pays, mais alors notamment en Scandinavie, que ce soit le grand-père perdu dans la forêt, le chasseur, le bûcheron, tout le monde est bilingue en anglais. Et c'est grave cool. C'est grave cool. incroyable, tu vois, ça je le savais pas du tout et c'est pas ressorti dans mes recherches, donc voilà, merci pour cette précision. Et avant que j'oublie, j'avais deux fun facts sur deux personnalités suédoises, je sais pas si tu le savais. Alfred Nobel, c'est un inventeur suédois et il a inventé la dynamite en 1867, mais il était surnommé le marchand de mort. Donc en fait, lui, il voulait qu'on se souvienne de sa personne en tant qu'un homme bon. Alors, il a fondé les prix Nobel, une série de récompenses annuelles décernées aux personnes faisant avancer les sciences et les arts. Et du coup, maintenant, les gens reçoivent une médaille d'or, mais je trouvais ça drôle de voir qu'il était suédois. Et un autre suédois qu'on connaît quand même pas mal, c'est Anders Celsius, parce que c'est un astronome suédois, et c'est lui qui a inventé l'échelle de température en degrés Celsius. Et pour les auditeurs et auditrices, un petit mémo technique pour convertir rapidement des Fahrenheit en Celsius, il suffit d'enlever 30 et de diviser par 2. Et pour passer de Celsius à Fahrenheit, il faut multiplier par 2 et rajouter 30. Voilà, c'était mes deux petits fun facts du jour. Et on parlait de cannelle, j'ai vu qu'il y avait même carrément une journée internationale de la cannelle là-bas. Ça a l'air d'être d'être toute une histoire, la cannelle. Ouais, ils en mettent beaucoup. Ils en mettent beaucoup, mais moi, ça va, j'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui, comme la coriandre, ne peuvent pas supporter la cannelle. Moi, j'aime bien, donc c'est très cool. J'en mets absolument partout aussi. Trop bien. Et les saunas, est-ce que tu en as vu beaucoup? Parce qu'apparemment, la Suède compte plus de saunas que d'habitants. Alors, par exemple, le petit papy, là, dont je te parlais, là, qui est devenu mon grand-père, il en a un au premier étage, un dans son grenier, dans son garage, pardon, et puis il y en a un au bout du jardin, le long du lac. À Stockholm, ils ont quasiment tous des saunas chez eux, dans leur appart. Donc, oui, il y en a partout des saunas. Il y en a partout. Dans leurs appartements? Oui, il y en a dans les apparts, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Incroyable. Un peu une, ouais, ouais, ça fait partie du, du, de leur rythme de vie. Ça vient de la Finlande. La Finlande, il y en a encore plus d'ailleurs qu'en Suède. Mais oui, oui, en Suède, il y en a partout. C'est justement le prochain truc que je vais construire sur mes îles cet été. Je vais construire un truc très cool, un sauna flottant. Entre les deux îles, un sauna qui est au milieu du lac. Et en fait, tu nages depuis ta petite île, tu vas dans le sauna, tu transpires, tu ressautes dans l'eau et tu renages sur ta petite île. Mmh. Oui, ça, je pense qu'on va être nombreux à vouloir venir visiter ton île et y passer du temps. Donc là, si on conclut sur la Suède, est-ce que là, ce coup-ci, tu peux essayer de me donner trois mots pour définir la Suède? Nature. Nature parce que dans la Constitution, dans l'un des articles premiers, il y a quelque chose qui est le droit de la nature. C'est-à-dire que, par exemple, en Suède, tu peux dormir absolument où tu veux. Alors, pas où tu veux, dans les réserves agricoles, tu peux pas. Mais si quelqu'un vient et met sa tente dans ton jardin, met sa tente sur mes îles ou fait un bivouac en pleine forêt, eh bien, il a le droit d'être là. On ne peut pas lui interdire. Il a le droit d'être là pour 3 jours.
Et au bout de 3 jours, il peut bouger sa tente de 3 mètres et il peut à nouveau rester 3 jours. Donc ça, c'est vraiment, il y a un lien à la nature qui est extrêmement fort et c'est ce qui fait que j'adore ce pays. Il y a aussi alors en danois, ça se dit id. En suédois, je n'ai pas encore le terme, je sais pas du lagom, j'ai pas le terme, mais en gros, c'est le fait de, notamment en hiver, profiter du soleil qui est présent 4 heures par jour. Et en fait, peu importe qu'il fasse -40, qu'il pleuve, qu'il neige, les gens sont dehors quand il y a le soleil. Donc ils vivent vraiment avec la nature le maximum qu'ils peuvent. Ils vivent avec le rythme du soleil. Et troisièmement, j'ai envie de dire simplicité, mais c'est pas un terme péjoratif. C'est qu'en fait, ils se prennent pas trop la tête, les Suédois. Ils sont assez, OK, OK, cool. Alors c'est un peu des côtés négatifs où aussi des fois, il y a jamais d'embrouille. Quelqu'un est énervé contre toi, il va pas te le dire ou il va pas te dire non. Il va juste disparaître en fait et ça peut être aussi un peu perturbant quand on est français, où nous on aime bien, se dire plutôt ce qu'on pense. J'avais connu ça au Canada, aux États-Unis où voilà, ils sont un peu aussi, là-dedans. Pas hypocrites, mais simplement ils vont pas trop au conflit et des fois tu sais pas trop en fait. Tu sais pas trop si c'est du lard ou du cochon, tu sais pas trop comment percevoir ça. Voilà, c'est les 3 premiers mots qui me viennent, je sais pas d'ailleurs ce que j'ai dit comme mot, mais tu auras compris. C'est parfait. Et peut-être en guise de conclusion, voilà, c'est une de mes spécialités de dire on conclut, mais en fait, je n'ai pas envie que cette conversation s'arrête. Tu as sorti récemment un livre qui s'appelle Aventure autour du monde aux éditions Lonely Planet, avec en toute simplicité une petite préface d'Annika et Mike Horn, voilà, parce que t'es comme ça. Et donc dans ce livre, c'est vraiment à la fois un récit d'aventure de ta vie de baroudeur, mais aussi un guide d'évasion et d'inspiration, parce que tu donnes plein de pistes, d'idées, de découvertes, enfin c'est extrêmement riche. Tu nous parles à la fois de tes endroits préférés sur Terre, des endroits où tu as vécu, des expéditions assez improbables pardon, et impressionnantes que tu as pu vivre. Il y a plein d'anecdotes, c'est vraiment ultra complet. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré à écrire ce livre, à te dire, ok, c'est maintenant que j'ai envie de raconter mes aventures et vraiment, j'insiste sur le fait que oui, tu racontes tes aventures, mais c'est aussi pour inspirer les gens à partir. Tu donnes des outils, tu expliques si les randonnées sont faciles ou pas faciles, qu'est-ce qu'il faut amener. Enfin, c'est vraiment ultra complet. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à enfin sortir ce livre? Alors, et juste avant, je vais revenir sur la préface de Mike Horn, parce que c'est dans ce que j'aimerais transmettre aussi. Moi, quand j'étais gamin, j'avais des posters de Mike Horn dans ma chambre. J'avais 13-14 ans, j'avais des posters de Mike Horn et j'avais pas de papa, donc je disais à tout le monde: «Ouais, c'est un peu mon papa, adoptif, quoi. Je regarde tout ce qu'il fait», et c'était l'époque où je disais encore à tout le monde: «Plus tard, je vais être aventurier, je vais être comme lui ou comme Nicolas Hulot», et tout le monde me disait: «Ouais, ouais, OK, d'accord, tu raison», et en fait, 25 ans après, Mike, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et il m'a fait l'honneur de faire ma préface. Et en fait, je dis tout ça là pas pour me vanter, mais simplement pour dire aux gamins, s'il y a des gamins qui écoutent, que en fait, c'est possible. C'est possible. Ce qui te semble impossible quand tu es dans ton quartier, ton ghetto et que tout te semble assez noir pour le futur, en fait, tout peut aller très vite si tu décides de suivre, tes rêves, quand tu étais gamin. Waouh, j'ai l'impression d'être une mythos quand je dis ça. Mais mais c'est, ouais, non, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Alors voilà. Pour revenir sur le livre, ça faisait des années et des années on me demandait d'écrire un livre et que j'en avais aussi l'envie, pour être honnête, mais que j'ai un rythme de vie qui est à fond, tu vois? On a mis des mois et des mois, toi et moi, pour pouvoir trouver 1 heure pour faire ce podcast et donc j'avais pas du tout le temps. Et puis, j'ai Lonely Planet qui est le livre pour moi, que j'utilise depuis que je suis gamin, pour voyager, qui m'a contacté et qui m'a dit: «Voilà, on aimerait faire un hors-série sur toi et tes aventures». Waouh, je peux difficilement dire non déjà, et j'ai dit: «OK les gars, par contre, le livre, il va prendre du temps à être écrit parce que j'ai jamais le temps». Et en fait, et ben, on a trouvé le temps. Enfin, le livre a été écrit à 95 dans les, trains, dans les gares, dans les aéroports, les moments où je suis déconnecté et où j'ai pas d'autres possibilités pour écrire mon livre. Et donc ouais, et l'idée c'était, alors on a choisi 53 aventures, ou expéditions. L'idée c'était d'avoir des aventures qui sont, pour certaines complètement, des grosses expéditions de 90 jours, 70 jours, un peu suicidaires,
la traversée en Amazonie, bassin du Congo, l'Alaska, le désert du Namib, des choses comme ça un peu plus costauds et des choses beaucoup plus accessibles qui peuvent inspirer un maximum de gens. Donc, on a choisi 53 aventures avec 4 niveaux de difficulté différents. Et l'idée, c'était vraiment de raconter comment je l'ai vécu, en fait. Donc, je le raconte pas en mode: «Ouais, je suis un super héros, je suis incroyable et tout», comme beaucoup de gens font et j'ai un peu de mal avec ça. Je le raconte vraiment, mes blessures, je raconte vraiment mes peurs, je raconte vraiment aussi mes émerveillements face à la nature et face aux choses que j'ai pu voir et donc ouais, j'ai que des retours super sur ce livre. Je suis très, très content. Les gens qui l'ont acheté, qui l'ont lu, le trouvent super. J'avais un peu peur pour, certaines photos, puisque, j'ai des expéditions qui datent il y a déjà plus de 15 ans et en fait, et bien ça va. Les photos, on a réussi à faire en sorte que ça passe bien sur quasiment toutes les pages. Donc, non, très content. Très, très, très content d'avoir sorti ce livre et puis on a vraiment que des super retours et puis ça fonctionne bien donc trop cool. Et l'idée, c'était aussi, à travers tout ça, de laisser une trace. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, moi, c'est vraiment pas forcément mon truc. J'y suis parce que ça fait partie des choses qui me permettent de continuer à vivre de ma passion. Mais les réseaux sociaux, ça dure 24 heures ou ça tombe dans un algorithme et puis voilà, après ça s'en va. Et en général, les gens vous jugent sur vos 12-15 premières photos. Voilà. Là, avec un livre, et ben, si je meurs demain ou si j'ai des enfants prochainement, et bien, j'aurai quelque chose à leur transmettre et c'était plutôt ça l'idée, plutôt que d'en vendre des milliers, c'était plutôt l'idée d'avoir quelque chose à transmettre, aux gens. Et si tu devais retenir un message que tu aimerais justement transmettre avec ce livre? Heu, je sais pas si c'est forcément le message que je dois transmettre et les mamans vont pas aimer, mais moi, j'ai basé ma vie sur le fait de faire, ce qu'on m'a dit qu'il était impossible de faire. Voilà, sans mauvais, ego mal placé ou vouloir, aller contre l'autorité, mais tous mes rêves, on m'a dit: «C'est impossible de traverser la Namibie sans mourir, c'est impossible de faire des études en sciences politiques, venant de là d'où tu viens, c'est impossible de, faire cette expédition, c'est impossible d'acheter des îles» et en fait, OK, challenge accepté et du coup, bah, ça a fonctionné, quoi. Donc le livre, c'est un peu ça, c'est un peu, sortez de chez vous et allez faire, allez vivre vos rêves, allez, traverser, monter votre propre Himalaya, que ça soit, l'Himalaya, l'Everest en lui-même ou que ce soit, quelque chose de beaucoup plus petit. En fait, on a tous chacun nos propres, montagnes à gravir et je crois que c'est un peu ça l'idée de ce livre, c'est go, allez-y, faites-le. Et toi, justement, maintenant, c'est parti, go pour la Suède. C'est tout ce qu'on te souhaite, que tu t'épanouisses dans cette nouvelle vie, parce que donc là, tu vas quand même un petit peu te poser, de ce que j'ai compris. Ou est-ce que tu te dis, voilà, là, j'ai fait plus de 126 pays, j'ai fait des expéditions dans tous les sens. Est-ce que tu sens que tu es arrivé peut-être à un stade où, ok, là, tu veux ralentir un peu tout en conservant beaucoup de mouvements, d'activités, avec tout ce que tu vas proposer sur tes îles en Suède. Est-ce que... Je suis curieuse en fait, tu vois, par rapport aux aventuriers que je reçois, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un moment où on se dit, ok, là j'ai vu énormément de choses, je vais continuer à apprendre des choses, voilà, par plein de biais différents, mais je vais ralentir un petit peu la cadence. C'est exactement ça. C'est ralentir. Déjà dans un premier temps, parce que, ça fait 20 ans que je fais ça, je vais avoir 40 ans et même si dans ma tête j'ai 12 ans et demi et que j'ai envie de courir et sauter partout, ben, voilà, tu vois? Là, je suis immobilisé parce que mon pied, je l'ai brisé, des dizaines de fois. Je me suis fait opérer 5 fois des genoux, des côtes, de la tête, des bras, partout. Heu, Mine de rien, je commence à vieillir et je commence à le sentir. J'ai mal au dos, j'ai mal à plein d'endroits et puis non, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais j'ai toujours envie d'aller partout, quoi. J'ai toujours envie, il reste plein d'endroits que j'ai pas explorés et d'endroits où je veux revenir et donc je vais ralentir dans une certaine mesure où je me retire un peu de cette vie-là de folie, des réseaux sociaux, de plein de trucs où il faut être partout mais je vais continuer à vivre plein d'aventures sur place, en Suède, sur mes îles, à accueillir des gens, à leur faire vivre des aventures et puis, oui, non, je m'accorderai quand même du temps plusieurs fois par an pour aller découvrir, des petits pays où je suis pas encore allé. Parce que pour toi, c'est quoi le voyage? C'est ce que je disais en début de podcast, hein, c'est vraiment, aller, découvrir l'autre, s'émerveiller, comprendre, comment les autres fonctionnent, comprendre leur culture, leur religion, les animaux,
ouais, je crois qu'il y a rien qui me rend plus heureux sur terre. Là, j'étais en Australie en novembre, j'ai découvert des animaux, je savais même pas que c'était possible, que ça existait, mais j'étais comme un enfant de 4 ans, je j'ai pas bougé pendant des heures à les observer et je crois que c'est ouais, c'est vraiment ça qui me rend heureux, hein. Je crois que c'est vraiment ça, plus que tout. Bah, trop bien. Encore merci pour tout, merci pour ton temps. Je n'ai pas vu l'heure passer. J'espère que ça sera le cas aussi pour l'audience. Je mettrai bien évidemment la référence de ton livre, de ton compte Instagram, de ton site aussi pour les gens qui voudront aller sur tes îles. Et voilà, moi clairement, ça se rajoute dans la liste de toutes les choses que j'ai envie de faire, de venir découvrir la Suède et d'avoir ce havre de paix dans toute cette nature. Ça a l'air tout simplement incroyable. Encore merci et à bientôt Anthony. Merci Camille, à bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.